à tous. Alors, si vous êtes ici, c'est que normalement vous attendez à avoir un apport, ce qu'on pourrait appeler donc une conférence sur la confiance. Donc, si ce n'est pas le cas, il est encore temps de partir si vous le souhaitez. Sinon, bienvenue, je suis ravi d'être avec vous et merci d'être resté donc, jusque-là, après 2 jours très riches et très apprenants. Donc, mon propos, ça va être de vous parler de la confiance et d'une conviction que j'ai, c'est que c'est une clé donc, pour avoir une équipe agile plus performante. Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de remercier l'ensemble des sponsors. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on applaudisse très très fort donc, les hommes et les femmes en bleu qui permettent la tenue de cet événement. Merci pour eux. Alors, on va commencer par une petite devinette. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Éric Tabarly. Bravo. Je vois qu'il y a des marins dans l'Assemblée. Ce monsieur, je l'aime beaucoup. Alors, au-delà du marin, qui est très connu d'ailleurs pour tout ce qui est traversé en solitaire, il a ceci de remarquable qu'il avait cette capacité à créer des équipages, à fédérer des hommes autour de lui. Et d'ailleurs, énormément de marins sont restés attachés à sa personne et aux expériences qu'il faisait vivre en collectif sur les bateaux dont il avait la responsabilité. Et il y a une citation de ce monsieur que j'aime beaucoup. Et cette citation, c'est « La confiance est un élément majeur. Sans elle, aucun projet n'aboutit ». Donc c'est tout le propos de mon intervention. Moi, j'ai développé une conviction, c'est que cette confiance est un socle qui permet à une équipe de devenir performante. Alors, hop. Alors je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis Jérôme Urvoas. Je suis coach, pas que agile, donc coach agile et coach professionnel. Et j'ai une spécificité. Donc, je ne suis pas en ESN. Moi, je suis dans une entreprise qui s'appelle Lectra, donc qui fait des solutions technologiques. Et si je dois vous parler un petit peu de moi, je vais vous parler de mes convictions. Moi, je crois qu'il y a en chaque personne un potentiel qui peut être, qui ne demande qu'à être développé. Je crois également à la rencontre et à l'ouverture. C'est pour ça que j'ai commencé il y a une dizaine d'années à aller sur ce type d'événement et c'est pour ça aussi que depuis 6 ou 7 ans, je partage également des choses que je peux faire dans mon contexte entreprise. Et si on combine à la fois cette dimension potentielle individuelle et cette rencontre et cette ouverture, pour moi, vous avez tous les ingrédients de l'intelligence collective. C'est une 3e conviction que j'ai. Et la 4e, je pense qu'il y a possibilité, on parle beaucoup de transformation agile, je préfère le terme de transition, mais je pense qu'il y a possibilité de construire des transitions qui soient durables et respectueuses des personnes et des organisations. Voilà, 4 convictions. Alors, qui connaît Lectra dans la salle? C'est normal, hein. Je viens de Bordeaux, donc c'est un petit peu loin. Donc, Lectra, je vous l'ai dit, on fait des solutions technologiques, à la fois des logiciels et des machines. Peut-être pour fixer un peu les choses. Qui est venu en voiture ce matin? OK. Donc, dans les personnes qui sont venues en voiture, il y a plus d'une chance sur 2 que votre airbag ait été conçu ou découpé avec de la technologie Lectra. Alors, on travaille pour des sous-traitants, donc c'est pour ça qu'on n'est pas très connu, essentiellement international. Ça fait quand même pas grand monde. Qui a des vêtements sur lui? OK, bon, là, ça est un peu plus de monde. Donc, on travaille beaucoup pour la mode également. Donc, il y a aujourd'hui dans le monde, et c'est un peu évolué parce on est numéro 1 mondial sur cette partie-là, on a racheté le numéro 2 mondial qui est américain. Je ne l'ai pas précisé, c'est une boîte française à l'origine. Donc, il y a plus d'un vêtement sur 4 dans le monde qui est réalisé à l'aide d'une technologie Lectra, soit conçu, soit découpé en termes de tissu. Voilà, c'est juste pour fixer les choses. Et j'y suis depuis 17 années. Si je vous parle un peu de moi, on a commencé à faire des choses autour de l'agilité il y a 16 ans. Et j'ai eu la chance d'y être depuis le début. Voilà. La confiance. Alors, concrètement, de quoi je vais vous parler sur les 50 minutes qui nous restent à passer ensemble? Déjà, je vais partager avec vous un prérequis à dépasser. Ensuite, on essaiera de caractériser 2 grands types de confiance. Après, 3 bonnes raisons de développer cette confiance. 4 concepts qui me paraissent essentiels, que j'aimerais partager avec vous. Et ensuite, on arrivera sur le propos concret. C'est 5 fondamentaux pour construire ces relations de confiance au sein d'une équipe
et je vais vous donner, alors là c'est le bonus, 6 leviers pour développer cette confiance au sein d'une organisation, pour faciliter tout ce qui est transition, évolution, adaptation. Allez, c'est parti. Un prérequis fondamental. Hop, mince. À votre avis, devinette. Quel est le poison qui peut s'instiller dans une organisation et qui peut empêcher la confiance de se développer? Alors, on va voir ceux qui parlent anglais. À votre avis? La peur, oui. Donc la peur, et la peur, c'est une émotion qui a été extrêmement présente sur les dernières années. Donc je ne vais pas vous refaire la crise Covid et autres, et notamment sur les périodes de crise. C'est des choses qui peuvent apparaître dans les organisations, et c'est très compliqué donc d'avoir une sécurité psychologique, une confiance quand la peur est là. Donc la première des choses, et le prérequis, donc à avoir si vous voulez développer des relations de confiance, c'est de commencer par dépasser ses propres peurs. Alors, individuellement, collectivement, donc au niveau de l'organisation. Et on va voir ensemble, ça va être tout le propos de la dernière partie, peut-être des leviers pour essayer donc de dépasser ça. 2 grands types de confiance. Alors, j'ai vu qu'il y avait des anglophones. Donc, à votre avis, comment on traduit confiance en anglais? Ouais, trust. Et un autre terme. Confidence. On a gagné, on peut l'applaudir. Donc oui, la langue anglaise, pour une fois, est plus riche que la langue française, et il y a 2 termes qui correspondent à 2 notions un petit peu différentes. Si je devais les caractériser en français, je parlerais de confiance interpersonnelle. Alors le inter, j'ai mis entre guillemets parce que ça peut renvoyer en termes de confiance en soi, et confiance organisationnelle. Alors, si je mets des définitions derrière, la confiance interpersonnelle, croyance spontanée ou acquise en la valeur morale, affective, professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. Bon, bref, on fait confiance à l'autre. La deuxième notion, donc, et là je vais mettre derrière une notion de confiance organisationnelle, c'est un sentiment de sécurité et d'harmonie qui va faire que ça va être un peu plus simple de s'engager donc, dans un changement, d'accepter donc l'adaptation et de se projeter. Donc, 2 grands types de confiance. Confiance interpersonnelle, confiance organisationnelle. Alors, pourquoi développer cette notion de confiance, vous me direz? Mais pour moi, il y a 3 bonnes raisons de développer cette notion de confiance. Allez, on va reprendre les devinettes. Celle-là, elle est dure. Est-ce que vous reconnaissez cette jeune fille? Non, ben c'est normal. C'est ma fille. Alors, pourquoi je vous mets une photo de ma fille? C'est une jeune fille qui a eu 19 ans, mais l'année dernière, j'ai son autorisation pour mettre la photo, elle est majeure. Elle a eu 18 ans l'année dernière. Et donc, avec sa maman, on lui a demandé, écoute, tu vas avoir 18 ans, est-ce qu'il y a un cadeau d'anniversaire qui te ferait plaisir? Et elle dit non, j'ai déjà tout. Mais je dis, écoute, réfléchissez quand même, ça peut être un voyage, ça peut être une expérience. Mais écoute, je vais réfléchir. Puis 3 jours plus tard, elle est revenue nous voir, c'était le soir donc, dans la cuisine, donc j'étais avec sa maman. Et elle dit, bon, mais ça y est, j'ai trouvé. Ah, mais c'est chouette. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir pour ton anniversaire? Elle a dit, un saut en parachute. Alors là, moment de sidération chez sa maman et ma part. Alors, au-delà de l'appréhension qu'on pouvait avoir, on avait vraiment été surpris. On ne l'a pas vu arriver. Mais en y repensant, c'est pas si étonnant que ça. Alors, je suis pas objectif, je suis son papa. Donc, c'est une jeune fille qui est merveilleuse, qui est pétrie de qualité, studieuse, intelligente, etc., etc. Mais c'est pas une aventurière et elle n'est pas téméraire. Et donc, ça nous a beaucoup interpellés. Mais en y réfléchissant un petit peu, il y a quelque chose chez cette jeune fille, c'est qu'elle a développé au fil des années une énorme confiance en elle. Et c'est cette confiance en elle qui l'a poussée donc, à envisager donc, le fait de faire une expérience qui sort de l'ordinaire, à s'engager dans un changement important, dans une expérience qui peut apparaître de prime abord risquée. Donc, cette notion de confiance, elle est primordiale chez l'individu. Si un individu donc, a confiance, il va plus facilement donc, développer son potentiel en s'engageant dans de nouvelles expériences. Allez, heureusement que M. Crumbles n'est plus là pour la prochaine. Est-ce que vous reconnaissez cette photo? Ah, j'entends là. Oui, c'est qui?
L'équipe de volley, l'équipe de France de volley. Alors, je n'ai pas choisi le hand, hein, je suis un ancien volleyeur, enfin, du temps où j'avais un genou. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi l'équipe de volley. Et vous savez où est-ce qu'a été prise cette photo? Voilà, c'est marqué dessus. Ah ouais, bah ouais. Je suis naze. Hein. Mais d'habitude, l'écran est plus petit. Hein. Donc, ouais, c'était au JO Tokyo. Et c'est après la finale. Et alors, pourquoi je vous montre cette photo? Je ne sais pas si vous suivez le volley. Non, maintenant, on a l'équipe 21, donc on a enfin du volley donc à la télé, ailleurs que sur Canal. Et sur les matchs de préparation, et même sur le premier tour olympique, ils n'ont pas été bons, mais pas bons du tout, alors qu'il y avait des super joueurs. Mais même jusqu'à se dire qu'ils allaient sortir. Et il s'est passé un truc pendant le tournoi, c'est au fur et à mesure, mais ces joueurs, ils ont pris confiance en eux, ils ont pris confiance dans leur collectif. Et ils ont joué de mieux en mieux. Et arrivé à un stade où, arrivé en quart et en demi, voilà, c'était évident pour un paquet de personnes, ils allaient aller au bout. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une deuxième bonne raison de développer la confiance, c'est une fois que la confiance est installée dans une équipe, c'est ça qui permet à cette équipe de se dépasser, d'aller plus loin, de progresser. On va continuer les devinettes. Quel est cet animal? Un caméléon. Bravo. Tu vois qu'il y a des experts en botanique. Et à votre avis, pourquoi j'ai mis un caméléon? Adaptation, tout à fait. Ouais. Donc c'est la troisième bonne raison pour moi de travailler donc la confiance. J'ai spoilé un petit peu tout à l'heure. Développer une culture donc agile, basée sur la confiance, c'est ça qui permet de faciliter l'adaptation et le changement. C'est beaucoup plus simple quand tout le monde se fait confiance dans une entreprise, dans un service, d'envisager un changement. Donc la troisième bonne raison de travailler sur la confiance. 1, 2, 3, 4. 4 choses fondamentales que j'ai envie de partager avec vous sur la confiance. Alors, elles sont fondamentales pour moi. Hein. Si vous demandez à quelqu'un d'autre, ce sera très certainement 4 choses différentes. On va continuer les devinettes. Qui est ce monsieur? Ah, j'ai entendu Lénine ou Staline, il faut vous mettre d'accord. C'est Lénine, ouais. Vladimir Ilyich Ulyanov. Et ce monsieur, il a dit une phrase que beaucoup de managers adorent. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, il n'y a pas d'enfant, ouais, c'est bon. Mais c'est une connerie, en tout cas pour moi. Par essence même, la confiance exclut le contrôle. Pour construire cette confiance, il y a un moment de lâcher prise. Si vous contrôlez et que vous voulez absolument que le travail soit correct, ce n'est pas un acte de confiance. C'est juste, voilà, vous faites une boucle où vous n'acceptez pas potentiellement cet échec. Donc cette notion de lâcher prise par rapport à l'échec, par rapport à la façon de faire, elle est primordiale pour construire cette confiance. Allez, on va continuer les devinettes. À votre avis, combien de temps pour mettre en place une relation de confiance ou installer une confiance au sein d'une équipe? Bon, alors, longtemps ou pas longtemps? Longtemps. Mais longtemps comment? En jours, en mois, en semaines, en années? En mois, j'entends, ouais, sur ma droite. Ok. Bon, alors peut-être plus facile. Combien de temps pour perdre la confiance? Instantanément. Donc, bon, là, la question est biaisée. Hein, je vous interroge par rapport au temps. Mais je vous propose d'avoir un changement de paradigme. Alors, plutôt que parler de temps, je vous propose de parler d'itération. Alors, pourquoi je vous parle d'itération? Parce que quand vous mettez en place donc, une relation de confiance, une notion progressive, comment se construit cette notion de confiance? C'est vous faites un peu confiance, si ça se passe bien, vous faites un peu plus confiance, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on retrouve cette notion d'itération au sein des différents frameworks agiles. Cette notion d'itération, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir construire des relations de confiance. Et une fois qu'on a compris ça, ce qui est super intéressant, c'est plutôt que de quantifier ça en termes de temps, on va quantifier en termes d'itération. Et on peut multiplier les itérations courtes pour alimenter cette notion de confiance. Donc voilà, là, ça serait l'invitation de basculer sur un paradigme d'itération plutôt que de temps pour bâtir des relations de confiance. Alors, bien sûr, je ne vais pas tomber dans l'angélisme. L'idée, ce n'est pas de faire une confiance aveugle. Bon, je vous ai parlé de ma grande fille qui a 19 ans.
Alors j'ai un deuxième, je vais le citer, il a 17 ans, mais je ne peux pas vous parler de lui. Je vais vous parler du petit dernier qui a 7 ans. Donc je suis un papa coach. Donc, les papa coach, donc en termes de principes d'éducation, ils essaient de faire plein de trucs, de faire confiance et autres. Et donc mon petit garçon, donc on lui fait confiance donc pour aller à la boulangerie. Donc il va avec sa petite pièce depuis qu'il a 6 ans. Donc il traverse le bois et puis il va chercher le pain et puis il revient. Alors, la première fois, on était juste derrière lui avant qu'il traverse le bois. Par contre, pour aller à l'école, il y a un passage piéton où les voitures roulent très très vite. Eh bien, je ne lui ai pas fait une confiance aveugle par rapport à ça. On a passé énormément de temps donc, avec lui, et même grand, relativement pour son âge, pour traverser quand même le chemin avec lui, parce que ce n'était pas complètement sécure. Donc il y a une notion de contexte qui est primordiale. Donc on ne fait pas confiance de la même façon, à la même vitesse, en fonction donc, de l'environnement, en fonction de la complexité de la tâche. Donc c'est très important donc, d'avoir quand même de conditionner cette confiance à l'environnement. Donc la confiance aveugle n'existe pas. Allez, on va continuer les devinettes. Alors vous savez qu'en France, il y a une loi. Quand vous construisez un bâtiment, il y a le 1% culture. Ben là, c'est la même chose dans cette présentation, il y a le 1% culture. Donc, qui reconnaît cette statue? Alors, à défaut, le sculpteur. J'ai entendu Rodin. Qui a dit Rodin? C'est la dame là-bas, on peut l'applaudir. Plus fort. Donc, c'est une statue de Rodin. Et est-ce que tu reconnais la statue ou pas? Non, bon, c'est déjà super. C'est une statue qui représente Galatée et Pygmalion. Est-ce que vous connaissez la légende de Galatée et Pygmalion? Non, je vais vous la raconter, comme ça en plus vous aurez un truc à raconter ce soir à table. Pygmalion, c'était un sculpteur donc, dans la Grèce ancienne, et il s'était mis en tête de sculpter un chef-d'œuvre. Une femme belle, plus belle que toutes les femmes que la terre n'ait portée. Et il a sculpté, il l'a trouvée tellement belle qu'il en était tombé amoureux. Et finalement, les dieux donc, ont eu pitié et ont donné vie donc, à Galatée. Bon, après, ça s'est mal fini, mais en tout cas, voilà, sur le coup, l'idée paraissait bonne. Pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'effet Pygmalion? Ouais. Est-ce que tu aurais envie de partager donc, avec nous ce qu'est l'effet Pygmalion ou... Non, ok, c'est ok. L'effet Pygmalion, c'est quelque chose qui a été théorisé donc, par un monsieur qui s'appelle Rosenthal et toute une équipe. Souvent, on donne un nom donc, autour de lui. C'est une expérience qui a été réalisée, dans un premier temps sur des rats, donc c'est plutôt rassurant, mais après donc, auprès d'enfants. Ça a été mené donc, il y a des dizaines d'années aux États-Unis, donc, dans une zone scolaire où il y avait des enfants en difficulté. L'expérience qui a été menée, c'est que les dossiers scolaires ont été falsifiés. Donc à l'insu de l'équipe pédagogique. Et donc, ont été positionnés de façon totalement aléatoire des enfants donc avec des profils de surdoués et, à contrario, des enfants avec un potentiel très limité. Et à la fin de l'année scolaire, il y a eu des évaluations. Et ce que l'étude donc, a démontré, c'est que les enfants donc, avec un dossier scolaire qui avait été marqué comme brillant, comme surdoué, donc, avaient des meilleures notes que les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que les enseignants avaient accès à ces dossiers scolaires. Et donc, tout au long de l'année, ces enseignants ont développé donc, la croyance qu'il y avait des enfants surdoués et d'autres qui étaient sous-doués. Donc ça, c'était théorisé par Rosenthal. Quelle est la notion qui est derrière? Mais c'est cette notion de croyance. Si vous croyez que les gens sont compétents, si vous croyez que vous pouvez leur faire confiance, ça a un impact sur leur comportement, ça a un impact sur la performance. Je parle de croyance. C'est quelque chose qui va au-delà de quelque chose de sensé ou de pensée. Il ne suffit pas de porter un regard bienveillant sur les choses, c'est vraiment une croyance. Voilà, la quatrième chose, l'invitation, c'est avoir ce changement de... Alors, plus que de regard, c'est de croyance sur les gens. C'est très compliqué, parce qu'une croyance, par essence, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Il ne suffit pas de la conscientiser pour qu'il y ait le changement. Mais c'est peut-être une invitation, c'est vous interroger. Donc, quand vous avez quelqu'un en face de vous, est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez lui faire confiance? J'en arrive au propos. Alors, 5 fondamentaux pour construire des relations de confiance interpersonnelles. Allez, on va faire un petit jeu. C'est la fin de journée. Je vais vous inviter
Tout le monde a des clés. Ouais. Est-ce que tout le monde a des clés? Non, bon, c'est pas grave. Pour ceux qui en ont, je vous invite à les sortir et de faire un maximum de bruit en les secouant. Celui qui fait le plus de bruit a gagné. Ouh, là j'ai un gagnant. J'ai un gagnant. Est-ce que je peux te demander de te lever, s'il te plaît, de me rejoindre sur scène? Et on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Thierry. Thierry. Thierry, est-ce que je peux te demander tes clés, s'il te plaît? Merci beaucoup, Thierry. Je te les rends donc dans 2 semaines. Ah, ouais. À ce moment-là, tu te poses 2 questions. Ouais. Alors, première question, oui, tu vas être embêté pour rentrer chez toi. Comment je vais rentrer chez moi? La deuxième question que tu serais en droit de te poser. La deuxième question que je dois me poser. Ouais, ou que tu pourrais te poser. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Pourquoi? Voilà, pourquoi? À votre avis, pourquoi je lui ai pris ces clés? Est-ce que tu as une idée? Non? Me punir. Non, 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 je ne veux pas te punir. On n'est pas dans un club. Hein. Alors, non, mon intention, ben justement, c'était de justifier cette notion de pourquoi, d'intention. Vous voulez construire des relations de confiance, c'est primordial. La première des choses, c'est d'être au clair, de partager quelle est votre intention. Donc, dans la relation, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Donc, je te remercie beaucoup, Thierry. Je te rends tes clés. Tu pourras rentrer chez toi ce soir. Et on peut l'applaudir, parce qu'il a été courageux. Donc, poser votre intention, c'est primordial quand vous voulez construire des relations donc, de confiance. La deuxième chose qui est primordiale, alors c'est super hein, de dire ce qu'on va faire, mais c'est encore mieux de faire ce qu'on dit, comme le dit l'adage populaire. Donc l'idée, c'est de se comporter de façon exemplaire par rapport à ce que vous avez annoncé. Et si vous ne faites pas ce que vous dites, ben la relation de confiance va avoir du mal à s'installer. Hein. Et puis si elle était déjà là, elle était fragile, je pense que c'est fini. Donc c'est primordial de se comporter conformément à ce que vous avez annoncé, d'avoir des actes cohérents. Donc ça, c'est le deuxième levier. Intention, comportement. Le troisième, allez, petite histoire à moitié fictive. J'ai eu la chance, pour les 18 ans de ma fille, on avait prévu de faire un voyage, on l'a différé à cause du Covid, mais on est parti en famille, donc à 5 au Canada, et on a eu l'opportunité de faire un petit voyage en hydravion. Donc un hydravion, c'est tout petit, en tout cas celui sur lequel on était. On était 8 à bord, donc il y avait 7 passagers et le pilote. Donc il y avait nous 5, ma petite famille, donc moi j'étais à côté de mon épouse, et il y avait 2 autres personnes avec nous. Là c'est fictif, parce que c'était des collègues, hein, donc ce que je vais raconter, c'est pas vrai. Imaginons, je suis dans cet avion, donc je suis avec mon épouse, j'ai la chance de connaître depuis 25 ans, qui est une femme admirable. Déjà elle me supporte, donc ça c'est cool. Et surtout en termes d'intention et en termes de comportement, elle est exemplaire. Par contre ma femme, elle ne sait pas piloter d'avion. Et dans cet avion, il y a 2 autres passagers. Et dans les 2 autres passagers, donc, il y a un monsieur, il est arrivé, il était déjà bourré, puis il continue à picoler les bières dans l'avion. Il monte donc avec tout le monde, il nous a bousculé, il est passé devant. J'ai qu'une envie, c'est de le passer par la porte du cockpit. On décolle, et là, voilà pas que le pilote qui nous fait un infarctus. À votre avis, à qui je vais demander de piloter l'avion? Est-ce que c'est à mon épouse ou est-ce que c'est à ce monsieur donc, qui n'est détestable, qui est bourré, mais qui sait piloter un avion? Ben, je ne sais pas vous, mais moi je vais choisir le monsieur détestable qui sait piloter l'avion. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en termes de relation de confiance, il y a la dimension compétence qui intervient. Et cette notion de compétence, elle est primordiale. Parce que si vous avez une intention, donc vous posez vos intentions, vous vous comportez conformément, mais dans la relation de confiance que vous cherchez à instaurer, il y a un champ de compétences qui doit être utilisé et que les compétences ne sont pas là, vous allez abîmer cette relation de confiance. L'invitation qui pourrait être faite en creux, c'est-à-dire dans le champ où vous voulez développer une relation de confiance, l'invitation, ça serait de travailler sur ces compétences. Donc on a parlé d'intention, on a parlé comportement, on a parlé compétences. Et bien maintenant, je vais vous parler de quelque chose qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire les succès. Dans une relation, on est au sein d'une équipe, super,
intention, comportement, tout le monde est compétent, mais on va d'échec en échec. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Cette relation de confiance, elle va être abîmée ou elle ne va pas se construire. C'est important ensemble d'avoir des succès. Et d'ailleurs, si on ramène ça à notre sphère agile, c'est aussi pour ça qu'on a des itérations, donc alors, des objectifs qui sont ambitieux, mais qui sont réalistes. Et ça, c'est primordial. Aller de succès en succès, ça va renforcer les liens de confiance. Donc, des succès, c'est important. 4e levier. Le 5e, c'est peut-être celui qui est contre-intuitif dans le monde de l'entreprise. La vulnérabilité. Savoir dire « je ne sais pas faire ». Savoir dire « j'ai des limites ». Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit tout le temps « oui, je sais faire », quelle que soit la difficulté, quelle que soit la complexité, ça ne me rassure pas. Savoir exposer, dire « ok, là, oui, je sais faire, par contre, là, je ne vais pas savoir faire ». Il va falloir aller chercher de l'aide ailleurs ou tout simplement à son niveau dire « ok, vous attendez ça de ma part, mais je n'ai pas les compétences ». C'est contre-intuitif peut-être, mais c'est une formidable opportunité. Vous offrez l'opportunité aux personnes de vous aider. Vous offrez l'opportunité aux personnes de comprendre que vous avez des limites. Vous rassurez les personnes parce qu'elles se disent la personne est transparente, la personne est sincère et elle sait me dire quand elle atteint ses limites. Donc cette notion de vulnérabilité, elle est primordiale. Donc en synthèse, construire la confiance dans une équipe ou dans une relation, c'est poser son intention, c'est agir de façon exemplaire en termes de comportement par rapport à l'intention qui a été posée, c'est développer ses compétences dans le champ de la relation dans lequel on souhaite construire la confiance, c'est rentrer dans une dynamique de succès, ça veut dire essayer d'atteindre des objectifs qui soient, de poser des objectifs atteignables et bien sûr de les atteindre, et c'est faire preuve de vulnérabilité. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous ai parlé de confiance relationnelle et j'avais promis de vous parler de confiance organisationnelle. Là, ça va être 6 leviers que je vais partager donc avec vous. Et vous allez voir, il y a beaucoup que vous connaissez donc déjà sans surprise. Le premier, c'est le cadre. Le cadre. Qu'est-ce que je mets derrière la notion de cadre? C'est des règles du jeu qui soient claires et partagées. Et si j'allais un peu plus loin, et je vais y aller, c'est l'invitation que je pourrais vous faire, c'est de co-construire ces règles avec les personnes pour qu'il y ait appropriation. Cette notion de cadre, on en a partout, donc autour de nous, donc dans nos équipes agiles. Scrum est un framework. Framework, c'est cadre de travail. Un cadre, ça peut être votre framework maison, ce que vous allez développer. Nous, il y a 8-9 ans, comme beaucoup de personnes, on a essayé de s'approprier. Alors, je dis bien s'approprier, parce qu'on ne peut pas copier, il faut faire le contexte. Le framework Spotify. Kanban. Kanban, c'est un système de production adapté à l'IT. Ça vous permet d'avoir un cadre de travail aussi. Mais s'il y a des règles qui sont claires et qui sont partagées, qui sont adaptées. Dans un Kanban, vous allez adapter le flux de travail, les différents statuts. Et même safe. Alors, je ne suis pas fan, mais c'est un cadre de travail. Ce qui est important, c'est d'avoir un temps de discussion donc, avec cette équipe pour s'assurer que les règles elles sont comprises, les gens se sont appropriés ces règles-là. Comment on fait ça au sein des équipes Electra? On a eu la chance de travailler avec pas mal de personnes différentes. Et il y a 6-7 ans, je ne fais pas de pub, j'essaierai de citer d'autres consultants. On a travaillé avec les équipes d'Octo, donc il y a 7-8 ans. Et ils nous ont ramené une pratique super intéressante qu'on appelle le Agile Scoping ou cadrage 360. À chaque lancement d'un gros projet, que le projet implique 10 personnes ou 150 personnes, on fait ce qu'on appelle ce cadrage 360 ou cet Agile Scoping. Et on se voit en fonction de la taille du projet sur une demi-journée, 1 jour, 2 jours, voire 3 jours, pour poser justement ces règles du jeu. On va partager tout un ensemble de choses qui sont clés. Les enjeux, les objectifs, le périmètre, mais également donc, les différents risques. On va travailler sur les contre-mesures, une vision donc, qui va être partagée. Et on va se mettre d'accord sur comment on va fonctionner ensemble. Les rôles, les responsabilités, mais surtout les règles du jeu qu'on va avoir.
Et ça, c'est primordial, ça permet de clarifier les choses. Vous avez un autre exemple que je vous ai mis, c'est création d'une équipe. Il y a quelques années, on a monté une équipe donc architecture technique. On n'en avait pas jusqu'à présent. La fonction était distribuée dans l'organisation. On a pris le temps d'avoir une journée de travail ensemble que j'ai facilité. Et on a capturé ça. C'est le petit poster que vous avez. On utilise pas mal la facilitation graphique. Donc, on s'est pris le temps de co-construire ce cadre et de le partager. Une fois que les règles du jeu elles sont claires et partagées, oui, les gens sont rassurés. Ça alimente cette notion de confiance. Deuxième chose, après le cadre, c'est avoir des objectifs clairs et partagés. Si tout le monde est au clair sur là où on va, au-delà de la vision des objectifs avec des mesures associées, c'est beaucoup plus simple de s'engager dans ce changement, d'avoir confiance. Là aussi, on en a plein. Hein. Pour ceux qui utilisent Scrum, c'est des choses qui ont été introduites donc avec le temps dans le Scrum Guide, vous allez retrouver cette notion, alors bien sûr de Product Goal, mais également de Sprint Goal. On se met d'accord sur quel est l'objectif du sprint. La Definition of Done aussi, c'est une explicitation donc, de l'objectif. On a également un gros phénomène de mode depuis quelques années autour des OKR. Donc qui dans la salle ne connaît pas les OKR? Ok. Bon, je vais prendre quelques secondes. Les OKR, c'est un concept qui vise à partager un objectif qui va parler à l'ensemble de l'équipe et de l'organisation, qui peut même être compris par votre client. Et on va y associer un certain nombre de key results. C'est un certain nombre de mesures qui vont expliciter la performance que l'on attend. C'est des choses qui sont compréhensibles par tout le monde et qui permettent de focaliser l'équipe dessus. Et donc, du coup, ça crée une explicitation de l'objectif et ça renforce sa dimension confiance. On comprend là où il faut aller. On a même des mesures pour nous aider par rapport à ça. Accelerate. Donc, Accelerate, c'est pareil, vous allez retrouver un framework avec tout un ensemble de pratiques qui touchent même au management. Il y a 4 mesures clés au niveau d'Accelerate qui permettent d'expliciter l'objectif. Ce qu'on va mesurer, c'est le lead time, c'est-à-dire le temps entre vous avez une demande de vos clients et le moment où on va le livrer, vous avez votre fréquence de déploiement, vous avez en cas de panne combien de temps vous mettez à remonter le système et par rapport à vos livraisons, le pourcentage de fail que vous avez. C'est 4 mesures qui sont très très simples, mais qui permettent de focaliser toute l'organisation. Et ça, une fois que vous avez mis en place ces mesures, ça permet de focaliser l'organisation. Et donc, du coup, de développer cette notion de confiance, de cadre organisationnel. Le troisième, c'est la reconnaissance. Dans une organisation, c'est important, en tout cas pour les individus, de voir une reconnaissance de leur performance, de leur singularité. Comment on peut alimenter cette reconnaissance? Par le feedback. Alors souvent, on pense au feedback comme un outil pour développer la performance, ancrer ce qu'il y a de positif, améliorer ce qui peut l'être. Je rappelle que le feedback négatif n'existe pas. Hein. C'est un feedback d'amélioration. Si c'est que négatif, vous pouvez faire l'économie. Mais en tout cas, faire un feedback, c'est reconnaître la valeur et la contribution de l'autre. La rémunération aussi. Quand vous avez des gens qui contribuent, c'est bien de les rémunérer à la juste valeur. Ce n'est pas un gros mot. C'est également la dimension être à l'écoute des besoins de chacun. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Et ces besoins, ils évoluent dans le temps. Moi, je n'ai pas les mêmes besoins que quand j'avais 25 ans. C'était hier ou avant-hier peut-être. Comment on a essayé d'alimenter ça au niveau des équipes Lectra en passant par le management. Là, je vous ai mis un exemple. On a fait un gros travail, on a essayé en tout cas, de développer les compétences des différentes personnes. Là, vous avez le résultat d'une charte de management qu'on avait fait émerger au niveau de nos équipes R&D. Donc, les équipes R&D, aujourd'hui, on est un peu plus de 500 personnes. À l'époque, on a fait l'exercice, c'était il y a 5-6 ans, on devait être 300, on a fait pas mal de croissance externe. Et ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si c'est lisible, mais on a fait l'exercice de façon émergente et on est tombé sur des notions qui étaient super intéressantes. Accompagner le développement de chacun, développer la confiance, penser à agir collectif, être exemplaire et donner du sens. Et autour de ça, en termes d'apport, en termes de programme de formation, on a essayé d'alimenter cette dimension-là pour que ces managers soient en capacité de donner et d'être à l'écoute, de donner des signes de reconnaissance et à l'écoute des besoins des collaborateurs. Au niveau de la photo, juste pour la commenter, on a beaucoup utilisé les outils management 3.0.
Donc là, vous avez les Moving Motivators que vous pouvez utiliser. Après, il y a plein de formats différents. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une compréhension donc, des besoins des personnes et des équipes. Délibération. Cette notion de délibération, elle est primordiale. Elle est primordiale, c'est qu'est-ce qu'on entend par délibération? C'est tout ce qui est décision, discussion, donc engageante pour l'équipe. L'invitation que j'aimerais vous faire, c'est les avoir avec les équipes. Là aussi, l'idée, c'est pas de faire de l'angélisme. Certaines décisions donc, seront peut-être prises, seront peut-être pas celles qui auront été choisies donc, par l'équipe. Mais ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir une discussion donc, autour, alors, pour clarifier donc, les raisons, le sens et autres, mais également pour pouvoir déposer les objections et pouvoir faire un travail autour de ça. C'est primordial. Alors, au-delà de l'adhésion, c'est des mécanismes d'adhésion classiques. Je pense que c'est important en tant qu'individu de savoir que mon avis compte. Si vous êtes dans une organisation où, de toute façon, les décisions elles se prennent sans vous, ça va être compliqué d'avoir confiance. Par contre, si vous pouvez exprimer vos objections, que parfois elles sont prises en compte, parfois il y a des réponses qui sont faites, c'est des choses que vous n'avez pas vues, ou que le cadre est aménagé, c'est important. Et des espaces de délibération, on en a partout. Donc, si on reprend Scrum, vous avez des rituels. Les rituels, ce n'est pas autre chose que des espaces de délibération. On est ensemble, que ce soit sur la mêlée quotidienne, que ce soit sur la revue, que ce soit sur les rétrospectives. On a ces temps-là ensemble. On peut débattre. Le management visuel, je le rappelle, le management visuel, ce n'est pas qu'un tableau, on colle des post-it. Le management visuel, c'est avant tout un espace d'échange. Et oui, on a une représentation commune du problème qui nous aide à identifier plus rapidement les problèmes. Mais la valeur de ce truc, c'est le débat, c'est l'échange, c'est la délibération qu'il y a autour de ça. Donc des espaces de délibération donc, dans un environnement agile. Donc on en a vu 4. Je vous ai gardé les 2 plus importants pour moi, pour la fin. Quelque chose qui est dévastateur à l'échelle d'une organisation, c'est la notion de tabou. Et les tabous, il y en a souvent, hein, donc dans les transformations et les transitions agiles. Nous, on a commencé localement, je vous dis, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, et il avait été décidé, il y a 12-13 ans, de passer à l'échelle, c'est-à-dire basculer l'ensemble de nos équipes. Et avec du recul, une grosse erreur qui a été effectuée, il y a des choses qui n'avaient pas été explicitées. Donc, comme beaucoup d'entreprises, donc on avait des managers et des chefs de projet qui avaient une part prépondérante dans la planification et autres. Et on a expliqué à tout le monde, ouais, on va avoir des Scrum Masters, on va avoir des PO. Conduite du changement, il avait été décidé de ne pas détruire certains postes, mais on n'a pas explicité donc pour ces managers, pour ces chefs de projet, qu'en termes de prérogatives, il y a des choses qui allaient être transférées ou en termes de responsabilité, soit aux équipes, soit aux Scrum Masters, soit aux PO. Sans surprise, c'est dévastateur. C'est dévastateur. Vous savez ce que c'est un tabou? C'est le tabou, c'est le truc dont tout le monde parle à la machine à café, mais c'est jamais évoqué donc en réunion. Ces notions de tabou, c'est ce qui vous pourrit ces notions de confiance. Donc, c'est des choses à chasser. Donc, pour moi, il y a ces notions de communication qui est primordiale. Développer une culture du feedback, se dire les choses. Oser dire. Et je pense qu'en tant qu'agent du changement, qu'on est accompagnateur, on se doit d'être exemplaire par rapport à ça. C'est la même chose qu'on est manager ou qu'on est Scrum Master. C'est oser dire, c'est bizarre, hein, là il y a un truc qu'on part tous les jours à la machine à café, et là parce que notre responsable est là, on n'en parle pas. Ouais, c'est offrir ces espaces de parole. Donc ça veut dire les nommer, les mettre sur la table, développer cette culture du feedback en étant exemplaire. Et c'est cette notion de confrontation et de transparence. Ce n'est pas pour rien si on va retrouver donc, des notions comme le courage ou la transparence dans nos environnements agiles. Donc, voilà, l'invitation que je pourrais faire, c'est celle-là. Et la dernière, si vous voulez faire de la transformation donc, sans vision, ou embarquer des équipes sur la réalisation d'un produit sans vision, je vous dis bon courage. Pour moi, il y a un truc qui est fondamental. Et là aussi, comme tout à l'heure par rapport au cadre, ce qui est d'autant plus fondamental, c'est pour moi de réaliser cet exercice avec l'équipe. Moi, je ne crois pas à la notion de vision donc, partagée par une personne unique. Donc, à l'échelle d'une entreprise, le PDG, à l'échelle d'un produit, le product owner. Ça nécessite donc d'avoir un échange pour alimenter cette vision. On n'est pas tous motivés par les mêmes choses.
Il y a des personnes, pour les motiver, il suffit de leur dire qu'on va aller sur la Lune pour sauver l'humanité. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de savoir c'est quoi les premières étapes. Ok, je veux bien y aller, mais explique-moi comment on va y aller, comment on va faire. Donc, si vous faites l'exercice en collectif, donc avec des personnes, il y a des personnes qui vont vous demander d'expliciter pourquoi on y va, et d'autres qui vont vous demander d'expliciter comment on y va. Donc, avoir une vision riche sur cette dimension-là. Donc, cette notion de vision, elle est primordiale. Bon, j'ai commencé à l'évoquer. Donc, derrière, on peut y mettre une vision produit, on peut mettre la raison d'être, une vision donc, au niveau d'une équipe. En synthèse, et très rapidement, donc 6 leviers pour bâtir une confiance organisationnelle. Donc, avoir un cadre partagé et co-construit, des objectifs clairs, donner des signes de reconnaissance, organiser des espaces de délibération où il y a toutes les parties prenantes, co-construire une vision partagée et bannir les tabous. Et parce que vous avez été particulièrement attentif, il y a un petit bonus. Ce bonus, c'est une formule magique qui va vous aider à prendre du recul. Bon, alors comme toutes les formules, elle n'est pas magique. Les 6 facteurs que je vous ai donnés, j'ai eu la chance de suivre un enseignement donc avec un monsieur qui est un chercheur qui s'appelle Ali Armand. Et la formule est de lui, je trouvais brillante. Confiance organisationnelle. Donc l'idée, c'est de faire un calcul. Donc on va prendre le cadre, objectif, reconnaissance, délibération. On va donner une note de 1 à 10. Et on va faire la même chose pour les tabous et l'absence de vision, de 1 à 10. Donc si le cadre est très très clair, c'est 10. Si les objectifs sont très très clairs, c'est 10. Si ce n'est pas clair, c'est 1. Même chose pour reconnaissance, délibération. Numérateur. Et au dénominateur, ça va être tabou et absence de vision. S'il y a beaucoup de tabous, c'est 10. S'il n'y a pas de tabou, c'est 1. Et en termes de vision, s'il y a une absence totale de vision, on est dans le noir, on va être sur 10. Et s'il y a une vision qui est très très claire, on va être sur 1 sur 10. Et on va faire un exercice. On va reprendre notre transformation agile. Alors, j'utilise transformation agile pour le propos. Je préfère transition agile. Exemple d'une transformation agile. On change l'organisation. On fonctionnait en waterfall avant, et puis le monde est devenu complexe. Donc, on va faire une transformation agile. On prend les meilleurs consultants. Il y en a plein dans la salle, et il y en a plein qui ont des stands dans l'entrée. Vous prenez les meilleurs, ceux que vous préférez. Ils sont là, ils vous aident à co-construire un cadre. Ça a été fait avec les équipes, ça a été bien fait. Les objectifs aussi, ils ont été clarifiés de l'organisation. On a même des OKR. Donc le cadre, on a 9 sur 10. Les objectifs, on a 8. Reconnaissance, on met les Scrum Masters, des PO, on leur a donné une augmentation. Voilà, c'est déjà super. Et puis pour tous les gens qui vont être impliqués sur nos pilotes, également augmentation. On a créé des espaces de délibération. Ce cadre, parce qu'on l'a construit avec les équipes, on a délibéré. Par contre, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des rôles qui ont été maintenus dans l'organisation. Elle ne leur a pas expliqué que, OK, le libellé est resté, mais par contre, les missions ont changé fondamentalement. Donc, il y a des responsabilités qui sont transférées à l'équipe, au Scrum Master, on ne leur a pas dit. Et l'absence, OK, vision, on leur a juste expliqué que le monde est devenu complexe et c'est pour ça qu'il fallait changer. Alors, ils comprennent bien, les gens sont intelligents. Donc, c'est pour ça qu'on a 7 sur 10. Si je fais 9 plus 8 plus 7 plus 8, ça fait 32. 9 et 7, 16. 32 que divise 16, ça nous fait 2. Et la note maxi, c'est 20. Si je fais 10 plus 10 plus 10, ça fait 40. Et 1 et 1, ça fait 2. Donc, ça nous fait 2 sur 20. C'est pas terrible. Hein. Pourtant, on a empilé des kilos euros. Hein. On a mis des consultants et tout, on a mis les moyens, on a écouté les équipes. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. L'entreprise met les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Plus de cadres. On allait chercher des feedbacks. Il y a des trucs qui n'étaient pas clairs. Mais tout est clair. On a réuni tout le monde. 10. La délibération, on est passé de 8 à 9, parce qu'on l'a fait avec les équipes. Les objectifs, nous en manquait 1 ou 2. Allez, on est passé de 8 à 9. C'est déjà top. Hein. Reconnaissance. Les gens qui n'avaient pas été augmentés, on me donne une petite augmentation aussi. On est à 8 sur 10. Tabou, absence de vision, on n'a rien changé. Alors, là, on a mis un paquet de kilos euros hein, en plus. Donc, on est passé de 2 à 10 plus 9, 19, et 8, 27, et 9, 36. Que divise par 16
les matheux pourront vérifier le résultat. On passe de 2 à 2,25. Pas terrible. Je vous propose de changer peut-être de stratégie. Je reviens à mes notes d'origine. Donc le cadre, l'objectif, reconnaissance, délibération. Rien n'est gratuit en ce bas monde, donc oui, changement, oui, on s'est fait aider par des changements compétents. Donc on va des gens compétents. Cadre, objectif, reconnaissance, délibération, il y a tout ce qu'on avait mis derrière. Donc on a fait avec les équipes, on est allé chercher des consultants, on a augmenté, on a mis des objectifs. La seule chose qu'on fait en plus, le tabou, on l'a nommé, on en a parlé avec les gens, on n'a peut-être pas la solution, mais on a dit ok, tu perds en prérogative, mais par contre, on va t'accompagner, on va travailler donc avec toi dans ce changement. L'absence de vision, on va réunir tout le monde et on va s'assurer que tout le monde a compris la vision, tout le monde se retrouve dans la vision dans laquelle on est. Donc là, 9 plus 8, 17, et 7, 24, et 8, toujours 32, et 1 et 2, 32 que divise 2, 16 sur 20. Cette petite équation, son seul propos, c'est de mettre en évidence, d'amener une prise de recul sur l'importance des tabous et l'absence de vision. C'est qu'un aide à la décision. Je ne vous dis pas de l'appliquer tout le temps. Moi-même, je l'applique l'applique pas tous les jours. C'est juste une aide, une proposition d'aide à la prise de recul. Voilà, la confiance en synthèse. Mince, ils ne sont pas dans l'ordre. Hop, je vais vous les mettre là. Tac. Première chose qu'on a vue ensemble, c'est comprendre la peur qui est peut-être là dans l'organisation et la dépasser. Comment on peut faire en mettant en place cette notion de confiance organisationnelle? Souvent derrière la peur, il y a la notion de tabou, la notion de cadre qui n'est pas clair, de ne pas se retrouver dans la vision, quelle va être ma place. Confiance interpersonnelle, confiance organisationnelle. 3 bonnes raisons donc, de travailler sur cette notion de confiance. Ça permet de développer la performance individuelle, la performance d'équipe. Hashtag la présentation d'Olivier de tout à l'heure. Adaptation, je dis Olivier parce que le nom, à chaque fois, je l'écorche. L'adaptation de l'organisation. 3e bonne raison. Les 4, appelons-le conseil, comme tout conseil, vous prenez ou vous ne prenez pas. Accepter donc de lâcher prise, si vous voulez mettre en place des relations de confiance. Bâtir la confiance pas à pas, par itération. Tenir compte du contexte à chaque fois. Rappelez-vous, la confiance aveugle, ça n'existe pas. Vous pouvez essayer, mais vous risquez de vous abîmer ou d'abîmer l'autre. Et peut-être changer de regard, en tout cas de croyance. Interrogez-vous. OK, vous voulez faire confiance à quelqu'un? Est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez lui faire confiance? Si vous n'y croyez pas, il y aura forcément un biais. En synthèse, donc les 5 leviers que je vous ai donnés, intention, comportement, compétence, succès, vulnérabilité pour construire des relations de confiance, et les 6 notions qu'on vient de voir à l'instant pour construire une confiance organisationnelle. Voilà, pour ceux qui aiment lire, donc je vous ai mis des livres. The Fearless Organisation, c'est un bouquin d'Amy Edmondson, c'est sur la sécurité psychologique. De confiance et leadership, je vous ai parlé du monsieur que j'ai eu comme enseignant, donc c'est à lire. C'est un bouquin universitaire. Je le trouve très très riche, mais c'est un bouquin universitaire. Optimisez votre équipe, Turn the Ship Around, il y a beaucoup d'entre vous connaissent. Dynamique d'équipe également, on va retrouver ces notions de vision, vie à coup et la confiance en soi. On est plus sur des notions donc individuelles, mais qui peuvent être transposées dans la relation. Voilà, j'arrive au bout. J'aimerais vous faire une invitation. Comme toutes les invitations, vous êtes libre de l'accepter ou pas. On est vendredi, donc lundi, beaucoup d'entre vous vont rentrer au bureau. L'invitation que je pourrais vous faire, c'est peut-être de prendre un apport, quelque chose qui vous a interpellé donc, dans ce que je viens de vous présenter, et juste de faire une expérimentation. Voilà, n'importe lequel, voilà, c'est une invitation que j'aimerais vous faire, et expérimenter et voir ce que ça donne. Est-ce que ça change les rapports, les rapports de confiance notamment que vous pouvez avoir? Voilà. Pour ceux qui ont des questions, je ne sais pas si on aura le temps. Autrement, vous pouvez me contacter donc, via les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Ah non, ça, c'est pas le mien, ça, c'est celui de ma boîte. Bon, si vous voulez venir travailler à Bordeaux, en bord de plage, on a de la place, on a des postes. Et pas que, on a d'autres sites un peu partout en Europe ou même aux États-Unis. Voilà. Je voulais vous remercier à vous, public. Je voulais remercier les gens avec qui je travaille. Je voulais remercier toute la communauté agile, tous les gens qui m'ont
inspiré ce talk et également donc, ma famille qui m'inspire, mon équipe, etc., etc. Et voilà, il me reste combien de temps pour les questions? 4 minutes. Bon, merci à vous tous de m'avoir écouté jusque-là et je prends les questions maintenant. Qui aura la chance de poser la première question? Ah, devant. Yes. Oui, alors, sur la notion de compétence. Pour rappel, comportement, intention, compétence. On va prendre une équipe de développement. Une équipe de développement, donc quelqu'un qui va intégrer l'équipe de développement. Le gars, il est exemplaire. Donc, tous les matins à la mêlée, il va partager donc, ses engagements, ce qu'il a envie de faire. En termes de comportement, il va vraiment essayer de le faire. Par contre, il n'a pas les compétences. Donc, à chaque fois qu'il va prendre une tâche, ce qui va se passer, c'est que même s'il explicite ce qu'il veut faire, s'il va mettre tout son cœur, son énergie sur cette partie-là, ça va être compliqué de construire une relation de confiance dans ce champ-là, sur le champ de ses compétences. Donc l'invitation qui est faite par rapport à ça, c'est soit développer les compétences, soit d'être rationnel. Je parlais de confiance aveugle et de contexte. C'est ne pas mettre la personne en porte-à-faux par rapport à ça. Si elle n'est pas en capacité, si elle n'a pas les compétences pour, soit construire cette rampe de lancement pour qu'elle acquiert ses compétences, soit de confier la tâche à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Ok. Une autre question? Bon, j'ai dû vous endormir, ou alors j'étais clair. Mais... il me reste à vous remercier donc infiniment. Je suis preneur de tout type de feedback. Via l'application, vous pouvez venir me voir directement ou même m'écrire s'il y a un truc qui vous revient. Ah, tel truc n'était pas clair ou t'es bien mignon, mais ça, je ne vois pas comment l'appliquer. N'hésitez pas par rapport à ça. Et on a un quiz dans 2 ou 3 minutes ici. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée à vous tous.